Salut tout le monde, aujourd'hui chez Aeroauto, une des plus vieilles marques automobiles du monde, des tas d'engins à moteur fusée et un Starship imaginé 80 ans avant Elon Musk. Allez, aujourd'hui on va parler d'un inventeur un peu fou, Fritz von Opel, qu'on surnommait aussi Rocket Fritz. Tout un programme. Alors avant de commencer, on n'oublie pas les bonnes manières, on s'abonne et on met la cloche, et c'est parti! Alors d'accord, si aujourd'hui la marque Opel est loin de faire rêver, il faut bien le reconnaître, mais il faut se replacer dans le contexte de l'époque où va se dérouler l'histoire d'aujourd'hui, c'est-à-dire il y a presque 100 ans. Il faut bien se rappeler que Opel a commencé à construire des voitures dès 1899 et que, de 1914 à 1928, elle était le premier constructeur automobile d'Allemagne. C'était aussi une époque où on osait tout en la matière. On avait commencé avec des voitures électriques, des hybrides, des voitures à moteur d'avion, des voitures volantes. Bref, on en a déjà parlé plein de fois sur ma chaîne, mais on avait déjà presque tout expérimenté, avec plus ou moins de succès. Mais un homme a eu encore une fois une idée un peu à la con, en se disant qu'il y avait un truc qu'on n'avait encore jamais fait, c'était coller des fusées à un véhicule pour le faire avancer. Et cet homme, eh bien c'est Fritz von Opel, le petit-fils du fondateur de la marque. Dans les années 1920, en plus d'être un pilote de course réputé, il était aussi responsable des publicités de la marque, mais aussi de la division des essais. Et c'est donc avec ces deux casquettes qu'il va avoir l'idée de construire des engins équipés de fusées pour réaliser des cascades à but publicitaire. Enfin ça, c'est ce qu'il a voulu faire croire pour faire passer la pilule à la direction, et surtout à son père qui dirigeait le groupe, parce que lui en fait, ce qu'il rêvait, c'était de faire des fusées. Pour réaliser son projet, il va donc devoir recruter une solide petite équipe. Il va donc faire appel à Friedrich Sander, un artificier spécialiste des fusées de détresse pour fabriquer ses moteurs fusées, et Max Valier, un astronome qui rêvait lui aussi de fusées et qui n'était autre que le cofondateur du Verein für Raumschifffahrt, ce qui veut dire en gros association pour les vaisseaux spatiaux. Enfin, pour l'aider à mettre au point ses véhicules, il va débaucher un ingénieur et pilote d'essai de l'entreprise, Kurt Volkart. Et donc c'est comme ça que la petite équipe va se mettre au travail pour faire un premier essai de voiture propulsée par des fusées le 12 mars 1928. Pour le premier run, ils ne vont utiliser que 2 fusées seulement. Bon, ce sera vraiment symbolique puisque la voiture ne parcourra que 150 mètres en 35 secondes. Mais au fur et à mesure de la journée, ils vont rajouter de plus en plus de fusées pour arriver au nombre de 12. Mais comme les démarrages étaient toujours un peu poussifs, ils vont avoir une petite idée. Lancer la voiture avec son moteur thermique et n'allumer les fusées qu'à partir de 30 km/h. Et là, le pilote va se prendre un bon coup de pied au cul en passant de 30 à 75 km/h en à peine 1 seconde et demie. Et ils ne vont pas se tourner les pouces, puisque à peine un mois plus tard, et grâce à une équipe renforcée de quelques ingénieurs et mécanos supplémentaires, ils reviennent avec leur nouveau prototype officiel, l'Opel RAK 1. RAK pour Raketen en fait, ce qui veut dire fusée en allemand, des fois que vous n'auriez pas encore compris. Basé sur un châssis d'Opel 412, ils lui ont greffé une carrosserie monoplace faite sur mesure, enlevé le moteur thermique dont ils ne voulaient plus entendre parler, et ajouté à l'arrière un compartiment pouvant contenir 12 fusées. Et pour lui donner plus d'appui, ils ont aussi mis des petites ailettes derrière les roues avant. Mais bon, pour la protection du pilote, ils ont aussi pensé à rajouter une plaque de blindage derrière son siège. Ah oui, on sait jamais, ça aurait pu lui péter à la tronche, il avait quand même pas loin de 40 kg de poudre à 50 cm derrière son dos. Et le 11 avril 1928, ils vont donc faire la première démonstration officielle de leur voiture fusée sur le circuit Opel, en public et devant tout un tas de journalistes. Bah oui, je vous rappelle quand même que Fritz Opel était le responsable de la publicité de la marque, alors pas question de se planter sur ce coup-là. À 16h30 donc, Volkart écrase le champignon qui mettait feu électriquement à la séquence d'allumage des fusées. Aussitôt, les 6 premières fusées s'allument, donnant la poussée initiale pendant 3 secondes. Puis les 6 fusées suivantes s'allument à 1 seconde d'intervalle chacune pour continuer d'accélérer l'engin, lui faisant passer les 100 km/h en à peine 8 secondes. Et lors du deuxième essai, la voiture va même réussir à atteindre une vitesse de pointe de 140 km/h. Alors bien sûr, ça paraît pas grand chose aujourd'hui, c'est à peu près les perfs d'une 208 électrique de 136 chevaux. Mais pour l'époque, Volkart, qui était pourtant un pilote chevronné, a déclaré après sa démonstration qu'il avait ressenti une pression inconfortable au niveau de l'estomac. La presse, elle, de son côté, va complètement s'enflammer et y voit déjà la promesse de voyages spatiaux grâce au moteur fusée. Bon, il faudra encore attendre un petit peu, mais ils finiront bien par avoir raison. Mais après un tel coup de pub, et toujours aussi motivé, l'équipe va revenir en force le 28 mai avec le proto RAK 2. Et cette fois-ci, ils vont tout faire en plus grand, en commençant par la voiture bien sûr. Construite sur un châssis d'Opel 1040, elle mesure maintenant presque 5 mètres de long, pour à peine 560 kg. Sans moteur, ni boîte de vitesse, c'est une coque presque vide, profilée comme un obus.
Et comme sa petite sœur, elle possède des ailettes, mais bien plus grandes pour encore plus d'appui. Et cette fois-ci, elle emporte 24 fusées qui donnent 6 tonnes de poussée grâce à 120 kg de poudre. Pour leur démonstration, ils vont choisir le circuit Avus près de Berlin cette fois-ci qui offrait 2 grandes lignes droites nécessaires aux performances de l'engin, mais aussi à des tribunes qui vont accueillir les 3000 personnes présentes, dont tout un tas de célébrités de l'époque, acteurs, sportifs, hommes politiques et bien sûr des journalistes. Et cette fois-ci, c'est Fritz von Opel lui-même qui va conduire l'engin. Après un discours prophétique sur l'avenir de la propulsion à réaction, il monte à bord pendant que les ingénieurs installent de leur côté les fusées derrière son siège. Une fois tout en place et bien vérifié, il enclenche alors la séquence d'allumage. La foule se tait, laissant place au vacarme des fusées. Fritz se souvient. J'appuie sur la pédale d'allumage et les fusées se mettent à hurler dans mon dos tout en me donnant une formidable impulsion en avant. Alors j'appuie encore sur la pédale, et encore. Une sorte de frénésie s'empare de moi jusqu'à la 4e fois. À mes côtés, tout disparaît. L'accélération déclenche chez moi une montée d'adrénaline. Je cesse de penser, j'agis juste par instinct, alors qu'une puissance incontrôlable se déchaîne dans mon dos. Et Fritz va devoir utiliser toute son expérience de pilote pour négocier les premiers virages, car avec un appui insuffisant malgré les ailerons surdimensionnés, la voiture est difficile à contrôler. Et une fois les fusées allumées, pas moyen de les arrêter ou de freiner. Après 2 minutes d'une course folle qui lui fera atteindre 238 km/h, les fusées se testent enfin et maintenant, c'est la foule qui se déchaîne en un tonnerre d'applaudissements, consciente qu'on vient d'entrer dans l'ère de la propulsion à réaction. Pour la petite anecdote, il y avait dans la foule un jeune homme de 16 ans, très attentif à tout ce qui se passait et très inspiré par ce qu'il venait de voir. Il va donc décider en rentrant chez lui de construire un modèle réduit de cette voiture fusée qui l'avait tellement impressionné. Il va donc la tester dans sa rue, mais la voiture va se cracher contre une maison et commencer à y mettre le feu. Arrêté par la police, c'est son père qui devra se rendre au commissariat pour le faire sortir. Ah oui, j'ai oublié, le jeune homme. Il s'appelait Werner von Braun. Malgré un tel succès, Fritz et son équipe ne vont pas s'arrêter en si bon chemin. Ils vont donc tenter de réaliser le même exploit, mais avec une moto cette fois. Toujours une Opel, puisqu'à l'époque, Opel faisait aussi des motos. Alors je n'ai pas trouvé grand chose là-dessus, mais a priori, d'après ce que j'ai pu lire, il s'agissait en fait de lancer la moto à 120 km/h grâce à son moteur, puis de mettre à feu les fusées. Pourtant, la tentative de record a été annulée par les autorités qui avaient jugé le projet trop dangereux, et la moto ne fera finalement que quelques brèves apparitions de démonstrations non officielles lors de courses de moto locales. N'ayant pas pu faire ça avec une moto, ils vont avoir une autre idée. Tester les fusées sur rail cette fois-ci, grâce à une petite drésine. Ce sera le prototype RAC 3. Après plusieurs tentatives sur une portion de voie ferrée en ligne droite de 5 km, qui se solderont parfois par l'explosion de certaines fusées, voire même par le déraillement de la drésine, ils vont tout de même réussir à battre le record du monde de vitesse sur rail avec 256 km/h. Certaines sources moins officielles parlent même d'une pointe de vitesse non homologuée à 290. Mais toujours à vide de record, ils vont revenir encore avec le RAC 4 cette fois-ci, dont il n'existe que cette courte vidéo. Alors autant vous dire que ça n'a pas tellement plu aux autorités non plus, qui vont encore une fois interdire toute nouvelle tentative sur rail, par sécurité pour leur matériel, mais aussi pour les 20 000 personnes qui s'étaient rassemblées le long des voies pour voir l'exploit. Bon pas grave, on arrête le rail, de toute façon eux, ce qu'ils voulaient en définitive, c'était voler. Alors ils vont mettre en marche leur dernier projet, bien sûr, un projet volant cette fois-ci. Et pour leur première tentative, ils vont utiliser un planeur de type canard, construit par Lippisch, auquel ils vont ajouter 2 petites fusées. Lancé à l'aide d'une corde élastique, le premier vol se crachera au décollage et le second finira par l'explosion d'une des fusées qui détruira complètement l'appareil après un vol de 1500 mètres quand même. Après ce demi-échec, ils vont donc faire appel à un autre constructeur de planeurs, Julius Atri, pour leur construire un appareil spécialisé. Atri va donc leur proposer un appareil au style plus classique, avec une grande aile de planeur sous laquelle est suspendue une nacelle pour le pilote, et le double empennage était monté sur de grandes poutres métalliques bien à l'écart des 16 fusées. C'est donc le 30 septembre 1929 qu'ils vont réaliser le premier essai en public en utilisant un chariot monté sur des rails comme base de lancement. Après plusieurs tentatives de décollage un peu hasardeuses, il faut bien le dire, Fritz, encore une fois aux commandes, va enfin réussir à se lancer et à boucler un vol de 3,5 km en 75 secondes. Fritz von Opel a enfin réussi à réaliser son rêve,
prouver qu'on pouvait voler en utilisant des fusées comme moyen de propulsion. Mais dans le même temps, en parallèle, Fritz von Opel et Vallier avaient aussi commencé à travailler sur des moteurs fusées à carburant liquide cette fois-ci. Ils avaient même équipé un avion d'un moteur fusée pour des tests, puisque le but inavoué de Fritz était d'être le premier homme à traverser la Manche grâce à un avion fusée. Mais finalement, l'avion sera détruit par Wilhelm von Opel lui-même, le père de Fritz qui en avait marre, je cite, des folies dangereuses de son fils. Malheureusement, et je l'ai déjà trop souvent répété dans mes vidéos, la Grande Dépression de 29 va mettre fin à l'aventure, et Opel va se recentrer uniquement sur la production de voitures. Fritz von Opel va partir vivre aux États-Unis, et Vallier, lui, de son côté, va continuer à développer des projets de fusées à carburant liquide. Mais en février 1930, il va trouver la mort lors de l'explosion d'une de ces fusées. Il est aujourd'hui considéré, bien malgré lui, comme la première victime de la conquête spatiale. Malgré tout, leur travail aura inspiré toute une génération de chercheurs, d'ingénieurs et de scientifiques qui conduiront l'homme jusque sur la Lune. Mais ils vont aussi inspirer le cinéma. Et c'est comme ça qu'on verra apparaître, dans un petit film de 1940, ce qui me fait furieusement penser au Starship. 82 ans avant le premier vol du Starship de SpaceX, ce film s'appelle Vaisseau spatial 1, une fantaisie technique. Je vous passe le titre en allemand cette fois-ci. Pour poser son propos, le réalisateur Anton Kutter s'appuie sur les films d'archives du projet Opel RAC qu'il utilise en introduction, et il imaginait déjà un vaisseau en forme de zeppelin capable de décoller par ses propres moyens grâce à ses moteurs fusées pour se rendre jusqu'à la Lune et après en avoir fait plusieurs fois le tour, en revenir pour se poser sur Terre. Die Raketen verlöschen! Das Raumschiff hat jetzt die Geschwindigkeit von 11.200 Metern pro Sekunde erreicht und fliegt nun wie ein geschleuderter Stein. Hinter ihm zu einer kleinen Scheibe zusammengerollt ist, seine strahlende Lichtgeschwindigkeit zum Mond. Steht in seine Flugbahn hineindreht. Luft- und wasserlose Mondwüste ziehen genau auf das Ringgebirge des Radius eines ungeheuren Straßenalls von mehreren 100 Kilometern Durchmesser. Es scheint, als ob Commodore... In wenigen Minuten wird das Schiff für uns hinter dem Mond verschwinden. Das bedeutet, wir werden... Es genügt uns, dass wir die Erde wieder... Admettez tout de même que la ressemblance est frappante, non? Allez, c'est tout pour aujourd'hui, et peut-être qu'avec ces vidéos, j'aurai fait remonter un peu la marque Opel dans votre estime. Mais je suis sûr que vous n'imaginez pas un seul instant que la marque avait été pionnière dans la course à l'espace, inspirant même Wernher von Braun, qui deviendra un membre éminent de l'association pour les voyages spatiaux créée par Vallier. Allez, si ça vous a plu, vous connaissez la manœuvre, pouce bleu, commentaire, partage et tout ce qui va avec. Et en attendant, on se retrouve ici pour parler encore et toujours auto et aéro. Tchuss!